Aujourd'hui, ça va être un petit podcast sur le concept de performance en scrimmage. On parle souvent de performance en scrimmage, puis c'est important d'expliquer ce qu'on veut dire par là. Puis je vais commencer essentiellement en faisant une petite distinction entre une performance sportive puis une performance martiale. C'est-à-dire que beaucoup de sports vont parler de performance en travaillant très fort à aller développer le plus possible de réflexes, de conditionnement physique pour que les gens soient capables aisément d'exécuter ce qu'ils ont exécuté. Ce qui est en soi une bonne chose, là, je veux dire, c'est un plus à aller chercher si on est capable d'avoir une maîtrise physique du sujet. Mais nous, en scrimmage, quand on parle de performance, on va surtout parler de performance au niveau martial. Bien entendu, avoir les deux, c'est vraiment excellent parce que si je suis capable de physiquement exécuter avec endurance, avec redondance, je dirais, donc de pouvoir répéter beaucoup les mêmes actions, même si elles sont exigeantes physiquement, puis qu'en plus je suis bon en termes de compétences martiales, ben, bien entendu, je vais être un combattant accompli. Mais l'escrime ici, ce qu'on recherche surtout, c'est de s'intéresser à la performance martiale, qui est la mission de notre école, c'est-à-dire enseigner le maniement des armes, enseigner le combat, pendant que la performance physique ou sportive ben, peut être acquise par des personnes qui vont faire des drills chacun de leur côté, qu'on voit comme étant plus individuel, donc moins à la nature de notre propre mission. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on recherche à développer toujours les meilleures méthodes pour remporter un combat, puis s'assurer que ça passe pas par quatre chemins, que ce soit le plus efficace. On cherche donc par le fait même aussi ce qu'on va appeler une performance en enseignement, parce que ce qu'on va être sûr, c'est que notre pédagogie, notre programme, notre méthode de transmettre la matière, au fil du temps, s'améliore toujours pour s'assurer que les gens qui vont passer par nos cours vont acquérir justement les compétences qu'on veut développer dans cette recherche de performance. Fait que pour nous, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond, parce que je vais me concentrer surtout sur la performance en combat, le côté martial, parce que c'est vraiment là le sujet de ce petit podcast-là. La performance en combat, pour nous, ça veut dire surtout d'éliminer les comportements qui ne sont pas à leur place. Donc, on veut chercher à développer des méthodes qui vont être la réponse la plus adéquate, la plus facile, la plus efficace à donner dans un contexte d'un système. Puis ça ne veut pas dire pour autant que ce soit toujours des comportements, des techniques qui sont prévisibles, mais qu'on ait une bonne compréhension de ces phénomènes-là selon le contexte dans lequel on se retrouve pour répondre. Par exemple, on va beaucoup focaliser sur certains types de parades, certains types d'attaques lorsqu'on va être à longue distance, loin de l'adversaire, pendant qu'on va focaliser sur d'autres lorsqu'on va être proche. Mais bien entendu, un piège, une stratégie, une feinte peut permettre de positionner l'adversaire dans une situation où on va se permettre autre chose. Donc, dans cette recherche de performance-là, ce qu'on veut, c'est que les gens aient les bonnes compétences à utiliser, les meilleurs outils, mais aussi la bonne compréhension de pourquoi c'est les meilleurs outils pour que s'ils font le choix d'en utiliser un autre, c'est que ça soit vraiment adéquat et non juste une fantaisie du moment. Ça veut dire qu'on veut éliminer aussi les excuses qui créent des artefacts. C'est le cas qu'on voit beaucoup dans le milieu du combat puis qu'on essaye le plus possible d'éviter à ce crime-ci. Par exemple, là en ce moment, c'est en train de se répéter beaucoup dans le milieu des AMH, des compétitions qui enlèvent ce qu'on appelle l'afterblow en bon français, donc la touche de retour. C'est-à-dire que là, les juges ont de la misère à juger quand est-ce que le coup qui vient après la touche initiale est un coup qui est dans le temps ou pas. C'est dur à juger, ça fait beaucoup de combats qui finissent en double, donc là c'est problématique, les gens n'aiment pas les doubles. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en éliminant ces excuses-là qui créent des artefacts, bon, on se dit si ça devait arriver dans un combat, ça devrait arriver. Fait qu'on est pas mal ça contre les. On est pas mal contre les concepts en tournoi qui veulent que justement il n'y ait plus d'afterblow parce que c'est trop compliqué à gérer. Nous on va dire non, s'il y a avoir des afterblows, il va y avoir des afterblows, on va s'assurer que les règles soient là. Parce que si on enlève les afterblows, ben, ça peut encourager à des attaques suicides éclairs de je vais me jeter très bas, attaquer une jambe qui va être dure à défendre, toucher en premier, l'afterblow ne me pénalisera pas. Donc, ça fait qu'on crée une escrime qui est moins réaliste, qui est plus suicidaire. On va aussi s'opposer fermement à tout ce qui est dans la pratique. Par exemple, à un moment donné, il y a beaucoup de combattants dans beaucoup de styles qui ont de la misère à protéger leurs mains. Fait que leurs mains se font toucher, se font toucher, se font toucher. Ça frustre les gens, ça fait pas des beaux combats, entre guillemets, aux yeux de certains. Fait que là, les gens sont pas capables de réagir à ça. Fait que, on va enlever les coups des mains parce que c'est pas l'escrime qu'on veut voir. Donc, ça crée encore une fois des artefacts parce que si t'as pas peur pour tes mains, qui est la zone la plus exposée, ben, tu vas te mettre à te battre d'une façon qui est très différente que si t'avais peur pour tes mains. Puis on se retrouve dans une situation où, encore une fois, ça va créer des artefacts. Ça fait un peu transformer essentiellement dans un cas de compétition les combats en un jeu qui n'est pas nécessairement réaliste, au même titre que le GN qui interdit les coups à tête ou les estocs. Puis nous, on considère que si ces règles-là empêchent des comportements qui sont réalistes, ben ça détourne le combat de son vrai sens. Par exemple, on va voir souvent combat viking, dans certains groupes de reconstitution qui font du combat, ils n'ont pas le droit de frapper les jambes. Les jambes, donc, les tibias ne comptent pas
tout ce qui est des genoux et en bas. Fait qu'ils se battent avec un gros bouclier rond qui couvre la plupart des cibles valides. Ils n'ont pas le droit de frapper certaines des cibles, les mains comptent pas, le bas des jambes compte pas. Fait que là, les combattants se mettent à développer un style de combat pour contourner le bouclier, alors que la vraie vie, c'est qu'on devrait juste frapper à ce qui est exposé, bien plus qu'essayer de contourner le bouclier pour atteindre des cibles qui sont pas accessibles. C'est pas comme ça qu'on essaie de gagner un combat. Donc, pour nous, ces règles-là encouragent encore des pratiques martiales qui sont en fait pas valides dans une situation qui est plus réaliste. Donc, quand on parle de performance, ben justement, on veut s'assurer que le contexte dans lequel on fait entraîner nos combattants ne les amène pas dans une situation où ils vont développer des habitudes qui répondent à une forme de méta, c'est-à-dire des règles, quelque chose qui n'est pas réaliste, mais qui est nécessaire si on veut performer dans le contexte qui nous est donné. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils performent dans un contexte qui est réaliste, c'est-à-dire où ce que tout serait relativement permis. Ça vient aussi avec le fait qu'on va créer des règles de pratique qui vont augmenter le niveau de difficulté pour nos élèves afin qu'ils se battent encore mieux. Fait que, par exemple, je parlais que dans certaines compétitions, là, ils enlèvent la touche de retour. Certains groupes, c'est genre la touche immédiate après. Mais nous, on va en parler dans peut-être plus en détail dans d'autres vidéos, mais on a le concept du 3 secondes et un pas, ce qui fait que lorsqu'on touche l'adversaire, c'est très difficile de ne pas se faire toucher en retour. Ça veut pas dire que dans tous les combats, l'adversaire pourrait nous toucher en retour. Tu sais, si on est stock bien comme il faut dans un œil, il y a des bonnes chances que ça arrête immédiatement le combat. Mais on considère qu'une épée, c'est pas une arme de désintégration. Une fois qu'on a touché l'adversaire, il est encore capable de faire quelque chose, on est encore en danger. Donc nous, en mettant ces règles-là, ben, on encourage nos élèves, en fait, à prendre des habitudes de combat qui les gardent très en sécurité. Donc, s'ils sont capables de gagner sans être touchés en retour avec cette pression énorme-là qu'on met dans la touche de retour, ben, ça veut dire que même dans un contexte où la touche de retour a moins de chances d'arriver, ils vont avoir encore plus de chances de gérer parce que la situation dans laquelle ils vont être exposés va être plus simple. Donc, on veut que nos combattants soient capables de gérer justement un long 3 secondes et même un pas. Fait que s'ils touchent l'adversaire peut quand même faire un autre grand pas, frapper un coup d'épée à pleine portée, puis aller chercher un bras ou une jambe ou la tête dans le processus. Puis il peut même frapper plusieurs fois dans ce 3 secondes-là. Ce qui fait que pour ne pas être atteint dans un 3 secondes, ben, un combattant doit vraiment toucher, contrôler l'adversaire, désarmer, piéger sur la distance, surprendre, feinter, etc. d'une manière telle qu'il ne puisse pas être touché en retour. Ce qui rend cette simulation-là quand même très difficile, très exigeante. Puis souvent, ça va créer des échecs et ce qu'on appelle des doubles veuves justement dans nos combats. Mais le fait d'être rodé à faire ça fait qu'on prépare nos élèves à faire face à des défis qui sont beaucoup plus gros que ce qui va être croisé lors du combat libre avec du monde de d'autres clubs ou lors de des compétitions, ce que justement le coup de retour est d'une seule touche, ou etc. Donc pour nous, c'est justement ça de la performance qu'on se dit que martialement, ils vont devoir développer les habiletés, les techniques, les stratégies les plus adéquates pour réussir à survivre à leur duel parce que sinon on leur laissera pas de chance. Une autre chose qu'on fait, c'est qu'on veut toujours justement mettre en contexte les techniques qu'on enseigne afin d'avoir la réponse la plus adaptée. Ça veut dire que par exemple, on va justement, je reprends mon exemple, on va montrer qu'on veut des parades en pendule avec la pointe en avant contre les coups à longue distance. Pourquoi? Parce qu'à longue distance, on devrait prioriser les stocks. Fait que là, on va montrer aux gens comment parer pour être prêt à riposter en estoc, comment parer pour transformer la parade en contre-attaque en estoc, puis comment bien gérer la distance, puis comment stocker. Fait que ça fait que le combattant va bien comprendre les techniques qu'on enseigne, savoir dans quelle situation ils sont utilisés. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est du monde qui arrive, puis qui bouge leur épée, puis qui enchaîne des mouvements qu'ils ont appris par cœur ou autre, sans savoir ce qu'ils font, puis qui utilisent des techniques, des gardes, des postures, des parades, des contre-attaques, qui ne fitent pas avec le contexte, puis se ramassent qui s'exposent, puis qui vont se faire toucher ou blesser dans une simulation, puis qu'on se retrouve que c'est pas efficace. Fait que les techniques qu'on montre vont notamment être celles qu'on va considérer les plus optimales pour le contexte qu'on va présenter à ce moment-là. Fait que si on parle de longue portée, on va montrer les meilleures parades en longue portée, les meilleures attaques en longue portée, pour que justement on ne soit pas en train de faire un showcase de plusieurs techniques différentes qui peuvent être utilisées à cette distance-là, mais que la plupart n'auront jamais vraiment d'utilité. Puis que là, l'élève se retrouve à être submergé de contenu qui ne sert pas à grand-chose, de ne pas savoir faire la différence entre les différents éléments, puis de se retrouver justement que ce qu'il essaie d'appliquer en combat, c'est pas approprié, c'est pas ce qu'il fait, ou c'est pas la meilleure réponse. Fait que ça fait qu'à partir de là, ben, nous autres, on est tout le temps aussi en train de remettre en question c'est quoi les meilleures techniques à montrer, puis c'est quoi les meilleures pratiques, c'est quoi les meilleures stratégies. Parce que la réalité, c'est que ça se pourrait qu'on ait des angles morts qu'on doit identifier. Ça se pourrait qu'on ait des techniques qu'on doit remplacer. Puis c'est pour ça que ça fait qu'on n'accepte pas vraiment de réponses qui sont ce que j'appellerais conservatrices ou traditionnelles, qui disent ah, ça a toujours été fait de même, fait que c'est la bonne chose à faire. Donc, on n'acceptera pas non plus, ah, dans tel contexte, avec telle arme, ça se faisait pas selon les informations qu'on a dans certains manuscrits. Mais souvent, la réponse que je vois, c'est, ah, ça se faisait pas parce que c'était pas dans la culture des gens ou dans l'attitude. Ben, selon ce livre-là, mais la réalité, c'est que si c'était quand même moins bon stratégiquement de faire ça, je veux dire, j'enseignerai pas mes élèves à faire de quoi de sous-optimal juste parce qu'ils sont chanceux puis que personne n'a réalisé qu'il y a une meilleure manière de faire qui les battrait.
Donc, on n'acceptera jamais vraiment ces réponses-là. On va toujours se diriger vers, en fait, le développement de compétences qui vont mieux répondre à cette problématique-là. Fait que, par exemple, à un moment donné, les gens s'entraînaient, puis ça revient un peu à ce que je discutais des artefacts tout à l'heure, mais un peu avant que le mouvement des MHA commence, à Québec, après les médiévales de Québec, il y a beaucoup de monde qui se battait avec des épées improvisées, des flat bars, qu'on appelait souvent le life blade. Puis à un moment donné, les gens, ils réalisaient qu'ils n'étaient pas capables de se protéger main comme faut. Fait qu'à un moment donné, il y a eu un courant assez important de dire ah ben les mains comptent pas en combat. Moi-même, quand j'ai commencé dans un groupe de reconstitution historique, ben c'était ça la règle, les mains comptaient pas en combat. Ce qui est un non-sens. Militairement, si tu perds ta main, ta carrière est finie. Donc, c'est important que les mains comptent, parce que si les mains comptent pas, ben, on n'apprend pas à se battre en les protégeant, on n'apprend pas à tenir en compte des mains de l'adversaire. Puis lorsqu'on arrive dans un duel qui est un minimum plus réaliste ou autre, ou qu'il y a un accident, ben, on se retrouve qu'on n'a jamais pris ça en compte, puis on se fait vaincre, donc on n'est pas efficace. On devient peut-être performant dans un cadre ou un monde imaginaire dans lequel les mains comptent pas, mais martialement, on n'est pas capable de gérer l'une des cibles qui est les plus exposées, les plus à risque, puis les plus efficaces stratégiquement à aller chercher. Donc, nous, on n'accepte pas justement une réponse de ah ouais, mais ça se faisait pas, c'était mal vu, ou etc. C'était peut-être mal vu, mais si je veux enseigner à un de mes combattants à survivre, combattre, gagner en combat, je lui enseigne pas des faiblesses qu'il ne devrait pas avoir dans son jeu. Les WEV, c'est courant en combat, c'est plate, c'est chiant. Nous, ce qu'on essaie, c'est de faire des séminaires sur comment gérer la WEV. On essaie de conscientiser nos combattants à la hauteur des cibles qu'ils doivent viser, lesquelles les exposent le plus à une WEV, lesquelles les exposent le moins. Steven Cheney avait d'ailleurs fait un article intéressant qui était All Not to Doubles, qui avait mis des chartes dont j'ai bien aimé m'inspirer puis utiliser pour mes cours de principe tactique. J'explique un peu les angles, la géométrie qui fait quand est-ce que tu frappes d'une certaine manière, tu t'exposes plus à une double, puis quand est-ce que tu t'exposes moins à une double. Ben, nous, au lieu de dire on compte pas W ou on empêche le coup de retour ou autre, ben, on met justement une grosse pression avec le 3 secondes pour que le monde apprenne à se battre. Puis à la place, on leur transmet des concepts de combat défensif prudent pour se dire si tu te bats contre un adversaire qui est suicidaire, as-tu des meilleures chances de t'en sortir. On entend souvent aussi dans le genre de trucs que nous on n'aime pas accepter, par exemple, le combat au couteau, c'est toujours un blessé et un mort. Fait que pour moi, ça veut dire que les gens savent pas se battre au couteau. Il y a peut-être personne qui s'y est donné assez sérieusement, mais nous en ce ici, si on sait que ça c'est une problématique qui est courante, bon, on va se mettre en fait à développer un jeu, puis essayer de travailler, de trouver des solutions stratégiques pour que le combat au couteau justement puisse avoir des gens qui s'en sortent indemnes. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait aussi. Nous, notre but, c'est, mettons, quand on prend l'exemple des coups des mains qui sont hyper courants, ben, on a développé nos gardes pour qu'ils protègent nos avant-bras, pour qu'ils protègent nos mains, qui réduisent ces coups-là. Puis inversement, on encourage au bout nos élèves à sniper les mains, attaquer les mains. Qu'est-ce que ça fait? C'est que nos gardes se sont améliorés et optimisés pour se protéger de cette attaque-là qui est évidente. Nos combattants développent de l'expertise et de la compétence pour se protéger les mains. Puis en plus, il développe l'expertise et la compétence pour aller chercher. Fait que quelqu'un qui se préoccupe pas assez des mains ou que c'est pas assez central dans son entraînement, il est pas prêt à faire face à ça. Fait que ça, c'est un élément que j'appelle la performance. C'est une réalité, elle est là. L'occulté ne réglera pas le problème ou la difficulté que cette réalité leur présente, mais exposer nos élèves, notre entraînement, nos techniques à régler ce problème-là et à l'exploiter, c'est ce qui donne le meilleur des chances au monde d'être capable d'y faire face, donc d'être performant martialement. Donc, tu sais, pour résumer, en ce crime-ci, la performance martiale, on cherche, on se donne pas d'excuses, il n'y a pas de règles, de ouin, mais, etc. Si ça peut se passer, ça se passe. On essaye à partir de là de développer un système, des stratégies, des techniques, des compétences pour que nos participants puissent être capables de faire face à ça puis que ça soit normal pour eux. Puis, à partir de là, on essaye que toutes nos simulations puis nos jeux permettent de travailler ça. Inversement, ça se peut qu'on fasse aussi des simulations, ce qu'on dit aux gens, bon, mais aujourd'hui, tu as le droit de te battre en sniper dans les mains pendant que toi, tu dois absolument te battre en corps à corps pour saisir puis désarmer l'adversaire. Fait que les deux se battent de deux manières différentes pour développer leur performance en sécurité pour ne pas se faire toucher, c'est-à-dire soit de contrôler l'arme de l'adversaire de proche pour qu'il puisse pas riposter, soit de le frapper de tellement loin qu'il puisse pas remettre en retour. Fait qu'on développe les expertises des combattants dans cette manière-là, ce qui les rend prêts à faire face à tout. Je dirais le plus gros enjeu qu'on a par rapport, mettons, aux autres clubs de MHE, c'est que les clubs de MHE s'entraînent dans différentes disciplines qui peuvent des fois être surprenantes pour nos nouveaux. Fait que si on n'a jamais vu, admettons, d'épée italienne ou ils n'ont jamais vu d'escrime allemande, etc., ben c'est sûr que les premières fois qu'ils sont confrontés à des gens dans MHA, ils sortent de leur cadre de référence, puis ça les surprend un peu. Donc, c'est juste d'être discipliné puis de se retenir, puis de ne pas agir de façon brusque ou énervée pour être sûr d'être quand même, de faire les bons choix stratégiques. Mais au-delà de ça, où ce qu'on n'a pas nécessairement tout le temps de l'expérience sur le coup à le faire pour qu'on peut être surpris parce qu'on est habitué de se battre entre nous. En général, on accepte justement aucune de ces règles-là, fait que ce qui peut se passer dans un combat va se passer. Puis c'est pour nous ce qui est le plus important, justement, ce qui fait que
On considère que les AMHE, puis la manière qu'on les pratique, idéalement, c'est la méthode la plus réaliste et proche d'une simulation d'un combat d'époque. J'espère que ça vous a intéressé de savoir c'est quoi la philosophie qui est derrière justement notre vision de la performance, de chercher à justement s'entraîner pour être capable de faire face à tout, de ne pas accepter de monde imaginaire dans lequel on occulte des réalités du combat pour se rapprocher le plus possible d'un combat qui est vrai. Bon, bien entendu, on pourrait rajouter quelques petites précisions. C'est sûr et certain que les mains sont pas mal moins importantes dans un combat à l'épée de main si l'adversaire a des gants de plaque et tout ça. C'est pour ça qu'en général, on va s'entendre qu'on pratique le combat sans armure. Bien entendu, si on dit, OK, aujourd'hui, on fait du combat en armure, puis qu'on s'intéresse à autre chose, ben là, on enseignerait des techniques appropriées, mais on considérerait tout simplement que c'est un autre univers de combat auquel on s'adresse. Merci d'avoir visualisé notre vidéo. On rajoute une petite portion sur le fait qu'on a un Patreon. Patreon, c'est quoi? C'est 5 tiers d'abonnement qui te permettent d'avoir des vidéos exclusives en avance, d'avoir nos propres cours, une évaluation de fin d'année pour savoir ce que tu en trouves ou ce qu'on te donne des commentaires personnalisés. Même du coaching jusqu'à un certain point si tu t'inscris dans les niveaux les plus hauts. Fait qu'on te coach en privé avec des vidéos que tu nous envoies mensuellement et des commentaires qu'on fait sur ce que tu fais. Puis dans les plus hauts niveaux, on rajoute même le fait d'avoir un intensif. Fait que tu te retrouves à avoir une formation d'une valeur d'environ 400$ à la fin d'une année d'abonnement pour beaucoup moins que ça. J'espère que tu vas nous rejoindre et qu'on va pouvoir avoir du fun ensemble pour aller encore plus loin que nos vidéos sur YouTube. Salut!